Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur N1, votre émission 100% NBA des équipes de The Playoff. Et oui, les séries continuent en finale de conf, deux finales de conf, même record entre les deux séries. Mais avant toute chose, je vous présente mon acolyte. Il est tout seul avec moi, c'est un non contre un, ou alors je sais pas où, c'est mon partenaire de pick and roll avec sa grande taille et son peu de mobilité. J'ai nommé Raph. Salut Raph, ça va? Salut Yaya, salut à toutes, salut à tous. Ouais, ça va nickel. Ravi de se retrouver une nouvelle fois, hein. Ça devient un peu une habitude pour parler de NBA et de ses playoffs qui sont passionnants. Eh oui, oui, c'est ça, tu vois, les rookies qui travaillent les vétérans, tu vois. Ouais, t'es mon Yoda. T'as la même taille en plus, un peu la même coupe de cheveux. C'est vraiment génial. Ouais, alors par contre, j'ai pas le même teint, hein, je suis un peu mieux quand même. Mais tu vois, Yoda à 900 ans, il fait fermer des bouches quand même, tu vois. Exactement, exactement. Un peu comme moi, un peu comme moi. Euh, Avant toute chose, on va rappeler l'usage. Sur le feed N1, vous avez la possibilité d'aller écouter la WNBA avec Chris qui mène de main de maître avec Elliot et Tom en alternance ou ensemble. Donc n'hésitez pas à aller écouter sur la WNBA. C'est du basket féminin. C'est toujours hyper agréable. C'est un championnat passionnant. Donc, allez écouter leurs expertises. Vous pouvez également suivre la MLB, la Major League Baseball. La saison bat son plein. On est au mois de mai. C'est tout ce qu'on aime des États-Unis, c'est le baseball. Donc, allez écouter First Pitch. C'est Julien qui mène ça de main de maître avec son équipe. Donc, allez-y, allez les écouter. Il y a également le football américain. Vous avez l'habitude le sport phare américain, la NFL une fois par semaine, l'ELF avec la première victoire des Paris Musketeers que vous avez pu voir en live ce lundi soir. Live de Flav et de son équipe avec Wake, le roi de la mauvaise foi. Allez écouter, allez suivre, c'est vraiment un championnat. Si vous avez l'opportunité, allez à Bondoufle voir les Paris Musketeers 6-0. Ils ont gagné 6-0. Alors, c'est un gros match défensif sur les Surge, qui est les Stuttgart, qui est l'équipe qui a été en demi-finale l'an passé, comme les Paris Musketeers. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Et enfin, chaque vendredi avant les Grands Prix, warm-up avec un représentant ici, Raph. Donc, est-ce que tu peux nous parler de warm-up, s'il te plaît? Ouais, exactement. Le warm-up, donc c'est comme tu l'as dit, notre podcast F1 des équipes de The Playoff. On parle des grands prix à venir. On fait un petit débrief sur le dernier Grand Prix qui a eu lieu. Ce week-end, il y avait donc le Grand Prix de Monaco. Et là, on enchaîne un troisième week-end de Grand Prix de suite avec le Grand Prix d'Espagne ce week-end. Donc, pareil, vous allez avoir un podcast Formule 1 à retrouver vendredi ou samedi suivant le jour à laquelle il va sortir. Eh ben, écoute, c'est avec grand plaisir qu'on vous suivra. Grand Prix de Monaco, que je n'ai pas pu regarder, mais mon fils a regardé, il a bien aimé. On va partir tout de suite sur les finales de conf. Allez, on va Let's commencer go! une fois n'est pas coutume par l'Ouest. OKC qui mène 2 victoires à 1. Euh, j'ai envie de te dire que des victoires à domicile. Est-ce que ça va continuer? Tout d'abord, la série est enfin lancée, puisque comme tu l'as dit, donc OKC avait gagné les 2 premiers matchs à domicile et là, enfin les Wolves ont pu relever la tête. Oui, je pense que là, le fait qu'il y ait, des victoires à domicile, c'est pas tellement surprenant quand on voit à quel point le Thunder, est en forme. Les voir gagner donc les 2 premiers matchs à domicile, c'était plutôt cohérent. Par contre, voir Minnesota vraiment réagir à ce point-là et faire un peu un statement, ça par contre, c'était un petit peu plus surprenant, même ils se devaient de réagir forcément. Donc là ensuite, est-ce que ça va continuer comme ça les victoires à domicile? C'est compliqué puisque on a vu sur le début de cette série OKC avoir vraiment énormément de clés, pour embêter cette équipe, des Wolves.
On a vu Minnesota donc réagir, mais est-ce qu'ils vont pouvoir continuer? Ça, c'est la question qui est un peu plus compliquée à répondre. Ouais, tout à fait. Je suis assez d'accord avec toi. Après, est-ce que ça va pas être un match clé vraiment, parce que je reprends ton expression de clé, le match 4, c'est-à-dire que si, et pour toi, qui a le plus de pression? Est-ce que c'est Minnesota ou est-ce que c'est OKC? Ah, pour moi, c'est clairement Minnesota parce qu'en fait, si jamais la série, elle repart, à 3-1, dans l'Oklahoma, ça va être très, très, très compliqué pour les Wolves. Alors on sait qu'ils aiment les défis, Anthony Edwards, il adore ça, mais je pense que clairement, ils ont beaucoup plus de pression et là, franchement, s'ils repartent à 2-2, dans l'Oklahoma, ça va être beaucoup plus cool pour eux. Mais c'est sûr que le Thunder, ils vont vouloir, appuyer encore plus la tête sous l'eau. Comme tu le dis à chaque fois, hein, de toute façon, l'objectif des équipes qui jouent à l'extérieur, c'est de remporter un des 2 matchs. Donc là, ils ont pas remporté, le premier match, à l'extérieur, OKC. Donc là, forcément, cette nuit, ils vont avoir, pour objectif de le faire. Mais moi, je vois quand même plus, Minnesota gagner ce soir. OK. Ce lundi soir? Ouais, exactement, Oui, oui, ça oui. tombe C'est vrai ça que quand vous écoutez cet épisode, le match aura eu lieu, donc vous saurez, ce qui s'est passé. Mais, à l'heure où on enregistre, ouais, je pense que les Wolves peuvent le faire et Chris Finch, on a déjà vu, il a réussi à montrer, un peu des ajustements intéressants, pour ce game 3. Donc on va voir, si ça va continuer sur ce game 4. ouais, moi c'était dans le sens où, si, effectivement s'il gagne, il plie quasiment la série. OK, Mais ici, ouais. Mmh. ouais, mais si ça arrive à 2-2, est-ce que justement ça met pas un peu, le feu du côté de OKC? Ah bah clairement si, clairement puisque cette équipe, on le sait tous, hein, ils ont gagné 68 victoires, dans la saison. Ils ont surdominé que ce soit la conférence Est ou Ouest. Ils sont arrivés en play-off, ils ont, cassé la bouche, des Grizzlies. Ils ont eu un peu plus de mal face aux Nuggets et là directement on s'est dit: «Ah tiens, ils sont pas si dominants que ça, finalement». On a vu SGA faire, des bons matchs, mais autour de lui, Jalen Williams, c'était compliqué, Chet Holmgren aussi. Au final, ils ont réussi à gagner dans ce match 7 face aux Nuggets et donc à passer. Là, on les voit gagner 2 matchs de suite, face aux Timberwolves. On a vu, Chris Finch être un petit peu sans solution et finalement pour ce match 3 gagner, en plus gagner largement, de 42 points. Donc on y reviendra un peu plus tard, mais c'est pas tellement l'écart de score qui est important, mais c'est plus, la manière. Ouais, Donc clairement, si ça repart à 2-2, ils vont être en énorme danger, ils vont avoir énormément de pression, ça c'est clair. ouais. Toi, tu justement, s'il y a un 2-2, est-ce que tu vois, toi, Minnesota, sur la dynamique, éteindre complètement, OKC? Alors, ça paraît quand même compliqué d'éteindre totalement OKC quand on voit à quel point, comme on l'a dit, ils ont dominé la saison régulière. Alors, on sait que entre la saison régulière et les playoffs, c'est presque un sport différent, tellement les matchs n'ont rien à voir, l'intensité, la défense euh, step up énormément. Mais c'est sûr que là, ils ont quand même besoin d'affirmer cette domination. Donc, ouais. OK. OK, OK. Justement, tu parles de domination. Est-ce que cette série, c'est pas, résumé à qui va dominer qui entre Anthony Edwards et Shai Gilgeous-Alexander? Parce Alors, que moi, je vais te donner ma théorie. Moi, je pense que le meilleur joueur, c'est SGA. Mais celui qui veut le plus dominer l'autre et celui qui veut le plus dominer le terrain, c'est Anthony Edwards. Est-ce que c'est pas un peu, tu vois, ce combat qui se joue? clairement si, clairement, on le dit depuis le début des playoffs et même depuis l'année dernière. Anthony Edwards, clairement, lui, ce qu'il aime, c'est se mesurer aux meilleurs, se confronter, aux plus grands joueurs. On l'a vu donc avec Kevin Durant l'année dernière, Devin Booker, là cette année avec LeBron, Luka, Curry, Butler et cetera. Lui, clairement, c'est ce qu'il aime, c'est ce qui le motive. J'ai l'impression que s'il y a pas de superstar en face, ça l'intéresse presque moins, en fait.
Donc là, clairement, être face, à l'actuel MVP, bah, clairement ça le motive énormément. On a vu même, comme j'avais dit là, lors du dernier podcast, en conférence de presse, faire un petit peu, le même regard que LeBron James en 2012. Donc c'est des références qu'il aime, c'est, tout un storytelling, qu'il aime et qui le motive. Donc c'est sûr que lui, j'ai l'impression que c'est clairement ça qui l'anime. SJ, j'ai moins cette impression-là. SJ, j'ai l'impression qu'en fait, qui que ce soit en face, il va continuer de jouer de la même façon. Il va rien forcer et c'est peut-être aussi ça qui fait qu'il est aussi fort, SJ finalement. Quand tu dis rien forcer, tu trouves que vraiment il force pas? Bah, je trouve que c'est moins en tout cas, c'est largement moins flagrant que Edwards, même si Edwards là sur les 2 derniers matchs, je l'ai trouvé beaucoup plus cohérent, faire des meilleurs choix et mais c'est vrai qu'Edwards, j'ai l'impression que des fois, il a un peu tendance à jouer au héros. Alors moi, c'est ce que j'aime puisque, bah, clairement, je pense que si les Wolves, ils en sont là, c'est clairement grâce à lui. OK. Donc s'il faisait pas ça, je pense pas qu'il serait là. Mais ouais, je pense que SGA, en fait, après ça va aussi avec son style de jeu, sa personnalité, son côté smooth et cetera, mais on a l'impression qu'il est tout le temps sans effort un petit peu. Alors c'est sûr que c'est un trompe-l'œil, c'est une impression visuelle, mais ouais, c'est un peu l'impression que ça me donne. Ça, c'est parce que tu aimes pas les Canadiens? Ah non, absolument pas, Ah j'adore les ouais. Canadiens. Est-ce Ah que non, est-ce que non. toi aussi tu penses, comme les Américains, que les Canadiens, ils ont peur du noir? C'est quoi cette question? Bah, Je ne c'est répondrai pas à ça. c'est une référence, parce que les Américains disent que les Canadiens ont peur du noir parce que si tu les bouscules, ils s'excusent. Bref, je vous laisserai regarder les épisodes de How I Met Your Mother. Plaisanterie mise à part, ouais, je suis assez d'accord avec toi, mais tu réponds pas trop à ma question. Mais est-ce que justement le côté arrivé sur le terrain, est-ce que c'est pas si c'est un jeu de domination physique, c'est pas Anthony Edwards qui va gagner, et si c'est un jeu plutôt basé sur la technique, où c'est plus SGA qui va gagner? Ah OK. Ah, c'est vrai qu'ils ont, eux 2 déjà ont des styles un petit peu différents et même leur équipe. Les Wolves, on sait que c'est beaucoup d'intensité physique, même si, à OKC, on a des Hartenstein et des, Luguentz-Dort qui mettent, beaucoup d'intensité. Mais c'est vrai que c'est, sur le combat physique, les Wolves, clairement, ils ont énormément d'atouts. Donc c'est sûr que, ouais, ça peut se jouer, de ce côté-là aussi, ouais. Ouais, bah, ouais, pour moi, c'est vraiment ça. En fait, c'est où est-ce que qui va mener Qui va le imposer son style, en fait. ouais, c'est ça. En fait, tu sais, il y a Sun Tzu dans l'art de la guerre qui disait, faut savoir, choisir le terrain sur lequel, Ouais. on combat. Hem, Toi, est-ce que tu vois des ajustements justement pour que, les coachs amènent les matchs sur leur terrain, sur leur style de jeu? Quels ajustements, toi, tu mettrais? Alors, moi, du côté des Wolves, j'aimerais bien essayer de mettre Naz Reid, titulaire à la place de Rudy Gobert et j'aimerais bien Ouh! essayer de sortir Mike Conley, du 5 majeur. Alors on sait à quel point il est important, à quel point il a de l'expérience et cetera. Mais dans ces playoffs, je le trouve un petit peu effacé. Je trouve qu'il a pas tant d'influence sur le jeu que ça. Alors c'est sûr que son influence, Mike Conley, elle est surtout dans l'expérience, dans le travail un petit peu, comment dire? Dans le rythme aussi. Ouais, exactement, c'est le gestionnaire, mais j'aimerais bien essayer de mettre, Nickel Alexander-Walker, à sa place. Je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir un backcourt avec Anthony Edwards. Je pense que ce serait intéressant. Du côté du Thunder, hem, essayer peut-être de décaler plus les minutes entre Holmgren et Hartenstein. J'ai pas l'impression que ce soit enfin, sur cette série-là, j'ai pas l'impression que leur association soit aussi, comment dire? Une réussite que Efficace? ça. Ouais, aussi efficace que Est-ce que sur d'autres séries, par exemple. est-ce que ça vient pas justement du binôme,
Randall Gobert qui force Oui, à ça. Et justement, toi, ton ajustement de sortir, Gobert. sortir Gobert mettrait plutôt OKC dans une bonne situation, puisque c'est ce qu'il voudrait en fait. Ouais, c'est clair. Mais après, moi, je disais des ajustements. Enfin, si jamais j'étais Chris Finch, j'aurais fait ça. Et ensuite, si jamais j'étais Mark Daigneault, j'aurais fait ça. Mais donc, c'est pas forcément les deux. Ouais, En ouais, gros, non, mais moi, ce que si je veux j'étais. dire, c'est que t'es Chris Finch. Si tu sors Gobert, tu perds en fait. Tu vois, tu perds quelque chose. Alors, tu perds énormément de protection de cercle, de rebond, etc. Mais je Ouais, pense que Nasrid, bah, déjà, il peut apporter plus d'intensité. Gobert, moi, je le trouve. Bah, après, c'est son style de jeu, etc. Mais déjà, il est largement moins mobile. Bah, il peut pas tirer à longue distance, etc. Et donc, j'ai l'impression que ça limite un petit peu. Et puis, même dans la défense de sa protection de cercle, etc. Bah, j'ai l'impression que souvent, il se fait avoir quand Chris Finch tente de la zone. Souvent Gobert, il reste en poste bas et donc en fait dans le mid-range, OK, ici ils ont plus d'espace et donc je trouve que c'est dommage et puis quand Gobert, il essaye de non, sortir un petit peu, il se fait directement passer et donc mais je trouve que c'est un peu, c'est le principe de la zone, de toute façon. oui, bah, c'est clair, mais je veux dire avec, quelqu'un de plus mobile, que Gobert, je pense que par exemple un Nasrid, il pourrait plus, agresser le porteur, sur ces mid-range là, par exemple. Ok, ok, ok. Ouais, donc toi, tu serais plus pour mettre si tu mets de la zone, de sortir Gobert et de le laisser en homme à homme, Gobert, quoi. Exactement, ouais. Mmh. Plutôt que de changer les joueurs, c'est plutôt quand si tu veux faire de la zone, tu sors Gobert. Exactement, ouais. Mmh. Ok. Est-ce que Après toi, ça dépend de la physionomie des matchs, aussi. ouais, Tu bien vois? sûr. Si jamais là, de toute façon le game 3, je suis pas sûr que ça va se repasser comme ça, pour les matchs à venir, mais Ouais. donc si jamais ça se repasse comme ça, ils en auront peut-être pas forcément besoin, mais c'est sûr que J'ai une question qui me vient d'ailleurs en discutant avec toi. C'est est-ce que tu penses qu'il va y avoir un Gobert game? on en a parlé sur les séries précédentes et clairement moi, Rudy, j'ai beaucoup d'affection pour lui. C'est un joueur incroyable et cetera. Mais c'est vrai que sur ces playoffs, bah, si je dois être tout à fait honnête, il me déçoit un petit peu. Et j'ai pas l'impression que, en fait, sur le match-up face à OKC, il ait de l'espace pour faire un vrai statement et un vrai bon match, comme il a pu faire lors des séries précédentes. J'aimerais beaucoup, puisque les Wolves, bah, clairement, si jamais il y a un Rudy Game, ça peut clairement les avantager. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu du mal à le voir. T'en penses quoi, toi? Tu le vois faire un gros, Ouais, gros match? Ouais? ouais, complètement. Moi, je le vois sur un match complètement poutré à Schoenstein Ok. et le sortir et forcer à ce que après ce soit Holmgren qui défende sur lui en fait. Ouais, bah, clairement, Pour, si c'est Holmgren, qui défend sur lui, il préférerait Rudy, mais moins costaud, ah, bah, c'est ça, ouais et en taille, moins au sol. il est pas beaucoup plus grand, Mais Holmgren. après, tu vois, sur la défense, mais après, enfin, qu'il Ah, en attaque attaque, sur par lui. contre, c'est Voilà, mais c'est après, compliqué pour lui. ouais, justement, tu vois. Mmh. Et, défendre sur Hartenstein, c'est mieux pour Rudy Gobert que Ouais, sur Holmgren parce ah, que bah, clairement, il va moins au il va large. moins au large. Et on sait que Rudy a besoin d'être près du cercle pour être efficace. Ouais, bien sûr. Dans les deux Ah oui, à la en fois en attaque et en défense. défense, ouais. Ouais. Et je trouve que moi, je reste persuadé qu'il est capable de nous sortir un match en 20-15, tu vois. OK, ouais. Bah, un petit peu comme il a fait, je sais plus c'était contre les Lakers ou Les Lakers, contre, le dernier match contre les Lakers, c'est ouais, ça. c'est ça, il met 25 points même, je crois. Ouais, Il il fait met ouais, 27-15 ou un truc comme ça, ouais, tu vois. il me semble, ouais, c'est ça. Donc Tu oui, vois, oui, c'est sûr, ce serait incroyable pour les Wolves, mais mais moi, j'ai l'impression que les Wolves, dans leur plan de jeu, ils cachent Rudy Gobert de temps en temps, en fait. C'est-à-dire qu'ils le servent pas tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a, exactement, ouais. il y a des. Et je pense qu'ils cachent le match où ils vont le faire. Et c'est vraiment le vrai facteur X, tu vois, dans le sens où On ben, s'y attend pas trop en vrai. Enfin, on sait que ça va arriver à un moment ou un autre, mais que d'abord ça joue à l'extérieur. Et le jour où ils vont beaucoup plus pénétrer, que
que les aides vont venir du joueur de Rudy Gobert, il sera là. Et puis, les matchs où il va arriver en ramasse-miettes parce que tout le monde va partir au rebond. Lui, il va se jeter au rebond offensif aussi. Parce que je pense clairement qu'il a des consignes pour aller gêner le rebond, mais pas pour aller rider comme un ouf, quoi, tu vois. Ouais, c'est clair. Et après, moi, sur la défense, il est beaucoup en drop. C'est-à-dire que Oui. il défend la raquette. Face à, tu vois, Justement, sur ces drops, c'est là où je le trouve pas aussi impactant que j'aimerais tu et que voudrais j'espérais. qu'il défende plutôt en edge. Bah, plus agressivement, ouais. Donc Qui en fait, monte un peu plus. qu'ils trappent. Ouais, oui, c'est ça. Mais après, en fait, ce qui est compliqué, c'est que c'est pas son jeu non plus. Et donc, Et c'est pas trop lui rendre service de. au début de sa carrière, il trappait et puis il reprenait, tu vois. Et Oui, après, après, il faisait de rotation. mais maintenant, j'ai Là, l'impression que c'est plus là, tu compliqué vois. pour lui, quoi. Ouais, mais tu vois, c'est-à-dire que les 4 maintenant sont beaucoup plus mobiles et beaucoup plus Bah oui, rapides. c'est Donc ça, ouais. et même les 5, tu vois. Donc c'est plus comme au début de sa carrière. C'est clair. Mais moi, je reste persuadé que, que de pouvoir, tu vois, juste gêner le meneur, la sortie du meneur et reprendre son joueur, il y a quelque chose à faire. Juste, tu vois, il y a peut-être quelque chose à faire plutôt que de faire du switch, mais il y a peut-être quelque chose à faire. Bah, c'est sûr que sur le Switch, de toute façon, il sera, une mismatch, pas au niveau de la taille, mais au niveau de tout le reste sur presque sur tous les autres joueurs, en fait. Donc, même Ouais. si, par exemple, le Thunder, il joue avec, Jalen Williams en poste 4 et qu'il doit switcher sur lui, c'est un enfer pour Gobert. Oui. Donc, c'est pas lui rendre Oui. service, ouais. Ouais, tout à fait. On est d'accord. C'était prévu. On va en parler. On va glisser quelques mots. SGA MVP, un train qui arrive à l'heure. On est Ah, d'accord? totalement, ouais. C'est un peu la cerise sur le gâteau pour cette saison régulière du Thunder. On Alors, les a vus largement dominer. Ouais, vas-y, dis-moi. il y a quand même pas mal de monde, notamment dans l'équipe, hein, qui disait oui, Jokic il fait une meilleure saison que l'année dernière, il mérite le titre. Est-ce que là, avec cette série, il doit montrer que c'est lui le the real MVP, Alors, pas on la mère sait de que en Kevin fait Durant, hein. on sait que le trophée de MVP, c'est que la saison régulière, donc ça devrait pas influencer, les votes. Mais quand on a vu à quel point ils ont attendu longtemps avant de révéler ça, certains se sont posé des questions, mais non, non, normalement, rassurez-vous, ça a été pris en compte avant le début de ces playoffs. Mais c'est sûr que là, je pense que SGA a eu énormément de critiques, bah, déjà de par son jeu, avec le fait qu'il récupère énormément de lancers francs, qu'il provoque des fautes, des fois un petit peu surprenantes. Mais donc là, c'est sûr que SGA, a besoin de faire un vrai statement, de montrer que oui, il mérite d'avoir été, titré MVP parce que moi, je pense vraiment qu'il a mérité cette année. Alors oui, Jokic a fait, des statistiques énormes et cetera, mais en fait, bah, Shai, c'est le meilleur joueur de la meilleure équipe et de loin, en fait. T'as Et pas toujours dit ça, hein, mais bon, bref. bah, non, Non, mais non, sur mais le ce que je veux dire, c'est que là, tu vois, sur cette série, il doit montrer que il oui, doit qu'il mettre un mérite, statement. ouais, c'est ça. Mmh. Et toi, tu penses qu'il doit le montrer encore plus? Bah, là, je trouve que, comme j'ai dit, il forçait, pas grand-chose, donc je trouve ça vraiment intéressant. Là, sur le dernier match, il est à 14 points, donc après, de toute façon, c'est un match qui a été un petit peu, On va en parler juste après. tronqué, on va dire, voilà, on va on va en parler après, mais sinon, il est à 38 points au match 2. Il est à 31 points au 1 match, donc clairement il fait une très bonne série et ses pourcentages sont bons. Il a peu de déchets. Je trouve que c'est un joueur vraiment qui joue très juste et donc je pense que de toute façon, il peut y avoir un match, à plus de 40 points si jamais il y en a besoin. Mais mais de toute façon, je pense pas que Shai soit du genre à vraiment, bah, prendre tous les shoots et un petit peu gâcher des occasions comme ça. Ok. Mais là, on est d'accord, il n'y a plus de débat sur le titre de MVP, du coup. Ah non, pour cette année, moi je suis, Ok.
Enfin, je trouve que c'est bien que Shai l'ait gagné, même si encore une fois Jokic a fait une saison monumentale, quoi. Ok, ça marche. Juste, on va parler rapidement du match 3, puisque quand on enregistre, le match 4 n'a pas eu lieu. Toi, cet écart de plus de 40 points, c'est anecdotique. Le mal plus profond, OKC qui a décidé on cache notre jeu pour plus tard. Clairement, clairement, c'est anecdotique, pardon, pour moi. Je m'attendais à ce que les Wolves gagnent parce que bah, à 3-0, enfin, la série était presque finie, donc là, ils se sont donné un petit peu de répit. Mais sur le score en lui-même, j'en ai parlé un petit peu juste avant, mais clairement, en fait, qu'il y ait 42 points ou qu'il y ait 10 points d'écart, pour moi, c'est un petit peu la même chose puisque bah, on a vu de toute façon le Thunder lâcher assez rapidement ce match. De toute façon, ils ont vu que c'était un jour sans, que les tirs rentraient pas forcément, ils sont à 20 ou 30% je crois de réussite à 3 points. Enfin, clairement, c'était pas un bon jour pour le Thunder. Et je suis pas trop fan de cette mentalité, mais quand tu as gagné les 2 premiers matchs, que tu es à l'extérieur, et cetera, bah, ils se sont dit: «On va pas trop se rentrer, enfin se mettre dans le rouge pour remonter» et ils se concentrent sur ce match 4. Est-ce que c'est pas un jeu dangereux? Ah clairement aussi, parce que moi je suis pas fan de cette, Non, mais parce de que cette surtout, stratégie et de cette tu mentalité, vois, mais c'est que c'est un manque de hustle. Ça veut dire que oui. déjà, tu vois, tu te fais poutrer, tu te prends 40 pions. Ah ouais, mais clairement, ils ont Et pris 42 surtout, points, ouais. et surtout, derrière, tu mets en confiance l'adversaire. Mais totalement et d'ailleurs, on en avait parlé sur la série entre les Warriors et donc les Rockets, sur ce premier tour et les Warriors, ils gagnaient 3-1 ou 3-2, je sais plus. 3-2 je crois et ils Ouais. ont perdu, le match 6 et donc enfin direct, ils ont vu que ça allait pas rentrer. Apparemment, Steve Kerr, Draymond Green, ils ont dit: «Bon, bah, on le laisse celui-là, on finira à la maison» et au final, ils avaient pas fini ouais, ils menaient 3-1 je crois. Ils avaient pas fini à la maison et donc après ils avaient dû jouer le game 7, enfin donc clairement, moi, je trouve que c'est clairement pas un bon calcul parce qu'en fait, c'est un petit peu, sous-estimer l'adversaire, j'ai l'impression. Ok. Ok, ok, ok. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur ce match? Enfin, sur cette série? Je pense qu'on a été assez complet. J'attends juste, un vrai gros match de Jaden McDaniels. Je Ok. pense que lui, clairement, il peut être très, très important dans cette série. On parle énormément de sa défense, mais en attaque, clairement, c'est un joueur qui est capable de faire beaucoup de choses. Pas que des catch and shoot à 3 points, hein. C'est un joueur qui peut provoquer à l'arceau. Il est long. Donc clairement, je pense qu'il faut qu'il appuie un petit peu plus en ce sens-là. Et je pense que les Wolves, ça leur ferait énormément de bien aussi. Bon, ton prono sur la série? Mon prono sur la série, avant le début de cette série, j'avais dit que les Wolves passaient. Là, c'est vrai que ça va dépendre du match 4, mais j'ai un petit peu plus l'impression que le Thunder peut l'emporter et a plus de clés en main. Si je devais dire un prono sur le score, je dirais 4-2 Thunder. Ok. Ouais. Ok, ok. Ça roule. Eh ben, moi, pour ma part, ben, moi, je vois 4-2, mais Minnesota. Ok, genre là, Minnesota perd plus un seul match. Ouais. Ce serait beau, hein. Franchement, moi, je suis vraiment fan de cette équipe des Wolves. Là, ils font sur cette campagne de playoff. Tu vois, tu l'avais annoncé depuis depuis janvier, février, mais Non, non, mais je dis ça, mais ça n'arrivera pas, hein, je te rassure, hein. non, mais c'est vrai qu'ils Euh, ont ils m'ont vraiment impressionné tout le long de ces playoffs là, et donc si ça peut continuer, ce serait cool à voir. Mais Parce qu'en fait, je vais t'expliquer un truc. Je vois pas. Enfin, là, ça va être compliqué de gagner 4 matchs d'affilée, ça va être compliqué. Mais voilà. Et puis, comme j'ai croisé un fan des Wolves historique, tu vois, ça me permet de lui faire une petite dédicace. Salut Roman, si tu nous écoutes, je te salue. Ok, 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 ça roule. Allez, on va passer plutôt sur la conférence Est maintenant. Bon, il y a une équipe qui a gagné 2 matchs à l'extérieur au Madison Square Garden. Euh, le match 3 a été remporté cette fois par les Knicks
qui encore une fois sont revenus d'un retard de plus de 20 points. C'est la première fois qu'une équipe revient de 3 matchs à plus de 20 points en play-off. Toi, c'est quoi ton regard sur cette série? Mon regard, c'est que comme à chaque tour, les Pacers m'impressionnent. Clairement, en étant fan des Bucks, c'est un petit peu compliqué pour moi de, de l'affirmer, mais franchement, mon côté fan de basket ne peut pas s'empêcher d'être impressionné par cette équipe qui joue très bien, qui joue juste. Rick Carlisle, franchement, je trouve que faut lui tirer notre chapeau parce que clairement, il fait un énorme travail avec cette équipe. Ouais. La profondeur de banc l'aide énormément, et cetera. Mais je veux dire, là, aller gagner les 2 matchs, au Madison Square Garden, quand on a vu en plus à quel point il était chaud bouillant le Garden, bah, les Pacers, ils l'ont vite refroidi quand même. Donc clairement, c'est une performance assez impressionnante. Et puis là, finalement, bon, on s'y attendait un petit peu, à l'image de la série, précédente dont on parlait. Les Knicks qui étaient bah, obligés de gagner à l'extérieur donc à Indiana pour ne pas être menés 3-0. Donc c'est ce qu'ils ont fait cette nuit et comme tu l'as dit, c'est pas passé loin de ils sont pas passés loin de le perdre puisqu'ils s'étaient menés encore une fois de plus de 20 points. Karl Anthony Towns a fait un chantier monumental dans ce quatrième quart-temps pour permettre à ces Knicks de revenir et ensuite de s'imposer. Mhm. Mais ouais, non, si je dois juste m'exprimer sur cette série, clairement, ce qui m'impressionne le plus, c'est ces Pacers. Ok. Toi, après, est-ce que tu vois cette série qui, malgré la victoire des Knicks, qui est déjà finie? Alors déjà fini, quand même pas. Je pense que en fait, les Knicks ont énormément de comment dire, de solutions pour embêter ces Pacers. Ça s'est pas passé comme prévu sur les 2 premiers matchs, mais faut pas oublier que le premier match, ça allait en prolongation quand même. Donc, grâce à un tir d'Haliburton, je crois qu'il envoie en overtime Ouais. avec sa célébration, la Reggie Miller. Donc, clairement, Reggie Miller, né un 24 août, on le rappelle, on n'est jamais trahi que par des gens qui ont la même date de naissance que soi. mais ouais, donc déjà, les Knicks, ils auraient pu, et je trouve déjà que en plus, ils menaient de 8 points, je crois, à 1 minute de la fin, etc. Ils sont un petit peu perdus tout seuls. Mais, Ouais, euh, mais donc, en fait, complètement. s'ils n'avaient pas fait cette erreur-là, et bah, la série aurait été totalement différente. Et en fait, Indiana, bah, on a vu sur les séries précédentes avec les Cavs et les Bucks encore avant, bah, en fait, qu'ils soient menés de 8 points ou pas à 50 secondes de la fin, pour eux, rien n'est perdu en fait. Et ils ont fait ça à chaque tour. Ils ont surpris les équipes, mais là, franchement, les Knicks, je pense que s'ils jouent leur jeu, etc., bah, ils peuvent clairement sortir ces Pacers. Je dis pas qu'ils vont le faire, mais pour moi, dire que la série est déjà terminée, clairement, je suis pas du tout d'accord. Ok. S'il y avait eu 3-0, j'aurais eu un discours totalement différent. Mais là, Ouais, moi j'ai très très peur de cette équipe d'Indiana. Je les trouve hyper en confiance. ah oui, On va parler des ajustements, mais moi j'ai peur que ce match 3 soit juste un sursaut. Tu vois, énergie du désespoir, un peu, ben, tu vois, dans tous les matchs, c'était un petit peu pareil. Ils auraient perdu un seul au Madison Square Garden. Je dirais, bon, ok. Mais là, en fait, tu es obligé d'aller gagner 2 fois du côté d'Indiana. Alors, tu peux le faire en plusieurs fois, mais tu n'es pas obligé de le faire d'affilée. Mais si tu veux, c'est ultra tendu. Après, j'ai l'impression aussi que Liberton, il est rentré dans la tête des Knicks. ouais, Et pour moi, il y a quelque chose qui va être essentiel, c'est de garder le contrôle du tempo. Et surtout sur comment tu vas vouloir jouer. Je m'explique, c'est-à-dire que si tu maintiens Indiana en dessous des 100 points, et pour ça, il n'y a pas 150 000 façons, parce que vu comment ils jouent, bah, c'est de limiter leur nombre de possessions, c'est-à-dire que toi, bah, tu vas les forcer à jouer demi-terrain. C'est là, en fait, que ça va jouer, parce que tu as des meilleurs joueurs en valeur intrinsèque. Je m'explique. Euh, pour moi, le vrai facteur de le vrai joueur qui peut être bascule, c'est OG Anunoby.
L'an passé déjà, c'est quand il se blesse sur la série que Indiana gagne. Mais pour moi, si tu as un OG Anunoby en pleine forme qui a un impact sur le match, derrière, tous les match-ups sont ultra favorables, quoi. Ouais. Bah, c'est clair que. Euh, Ouais. Vas-y, et vas-y. derrière après, ça te rend le jeu plus facile. Et puis surtout, il y a eu des changements, il y a eu des ajustements de Tom Thibodeau, et d'ailleurs, je vais te faire parler là-dessus, qui ont permis justement de donner un peu plus de ballon à OG Anunoby et Michael Bridges. Ouais, juste, avant de parler sur, cet ajustement, je voulais revenir sur un point, essentiel dont tu as parlé, c'est sur, le limiter leur nombre de possessions aux Pacers. Mais surtout, moi, le plus important, donc, c'est limiter les pertes de balles des Knicks. Parce que les Knicks, ils ont perdu beaucoup de ballons. Alors, c'est pas non plus des chiffres astronomiques, à chaque fois, c'est aux alentours des 15, mais c'est déjà énorme en playoff. Mais surtout, Ouais, je trouve que c'est le plus important, c'est les moments où ils perdent ces ballons-là. En fait, souvent, ils perdent des ballons dans des moments charnières et ça permet aux Pacers de gratter et d'accroître l'écart énormément. Et en plus, bah, les Pacers, c'est clairement la mauvaise équipe contre qui perdent des ballons parce que dès qu'il y a des ballons perdus, ça explose en contre-attaque. On a vu des Obi Toppin, etc. non, mais Se Topin, régaler avec ces pertes de balles-là. Et donc clairement, je pense que pour les Knicks, limiter les possessions des Pacers, ça passe aussi par là, par le fait de perdre beaucoup moins de ballons, quoi. ouais, tout à fait. Ouais. Et puis surtout que vaut mieux, on connaît l'adage, vaut mieux un shoot Un mauvais shoot raté que, ouais, c'est qu'une ça. mauvaise passe, parce que derrière, voilà, c'est plus compliqué. Ouais. Bah, ta défense n'a pas le temps de se mettre en place, etc. Et puis il y a des beaux athlètes hein, du côté des Pacers, ça court vite. Hein. Ils portent bien leur nom, les Pacers. Ben oui, 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 oui. Ouais, ouais, allez, on va aller leur faire boire du lait sur la ligne d'arrivée des 500 miles. Allez. Ouais, il y a eu des. Tom Thibodeau a fait des ajustements défensifs. Et oui, vous ne rêvez pas, cette phrase est bel et bien réelle, mesdames et messieurs. Ouais, bah, il a échoué à son job hein, quand même. Mais oui, Euh, et ça a marché en plus. C'est fou. ouais, c'est ça. Toi, comment tu vois cet ajustement? Alors clairement, j'ai été content qu'il fasse ce choix-là. Hem et parce que c'est vrai que comme on l'a dit là, on vient de plaisanter sur ça, mais Tom Thibodeau, c'est pas l'homme le plus adepte du changement du monde. Déjà, au cours du match, en faisant des remplacements, mais là en plus, dès le début de match, encore moins et Mitch Robinson, bah, on peut se moquer de lui sur, sa réussite au tir, sur, ses lancers francs ratés et cetera. Mais franchement, quand il s'agit d'être dans le combat, la défense, le rebond, etc., bah en fait, je suis pas sûr il y ait grand monde de largement meilleur dans cette ligue actuellement. Et là, clairement, dans ces playoffs, il fait un bien fou. Et face à des Pacers qui bah, sont costauds au rebond, hein, ils ont leur secteur intérieur, c'est Miles Turner et Pascal Siakam. Les deux, ils sont très grands. Et c'est sûr que Josh Hart, bah, ça a beau être le soldat ultime, un bagarreur, lui aussi un teigneux quand il s'agit de prendre les rebonds, de mettre la tête là où personne mettrait la main, et c'est pas le dernier non plus. Mais clairement, il manque un peu de taille. Et donc Mitchell Robinson, lui, mais niveau intensité, il match avec Josh Hart, mais en plus, il a, je sais pas, plus de 10 centimètres de plus, donc clairement ça aide. Donc Non. c'est sûr que sur ce niveau-là, ça a bien aidé. Et puis il y a aussi surtout une chose, c'est que quand Josh Hart finit les matchs, il est vachement plus frais. Ah bah oui, bien sûr, ouais, c'est clair. Donc voilà. Toi, les 20 points dans le quatrième carton de Karl Anthony Towns, ça montre quelque chose ou c'est juste, comme je te disais tout à l'heure, en sursaut? Je pense que ça montre quelque chose. Parce qu'il nous l'a déjà fait face aux Pistons. Alors, il avait pas mis 20 points, mais il avait sorti un quatrième quart sur un match pivot. Je me rappelle plus exactement lequel c'était, mais Le vraiment, il match m'avait 4, je bluffé. crois. Match Ouais, 4. c'est ça, il me semble. Ouais. Avec le fadeaway à 0 degré, 2 ou 3 points de suite loin. Donc clairement, c'est clairement impressionnant. Et moi, je trouve qu'en fait, ça veut dire quelque chose dans le sens où, au début de match, c'est très compliqué pour Kat. Il prend vite des fautes.
Il a 3 fautes, je crois, à la mi-temps. Début de seconde période, il prend la quatrième au bout de quelques minutes. Donc clairement, en plus, on sait que c'est un de ses problèmes majeurs. Et ensuite, bah, en fait, dans le quatrième quart-temps, il se démonte pas. On le voit super agressif. Il vient mettre un poster sur Nembhard. Il aurait pu prendre une cinquième faute, mais il le tente quand même et il a bien raison. Et je pense que ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose pour Karl Anthony Towns qu'on a souvent jugé soft sur ces dernières années. Là, en fait, j'ai l'impression que, alors je sais pas si c'est le vent new-yorkais qui lui fait ça, si c'est Josh Hart, etc., qui le motive à, même Je- Tom Thibodeau, Bronson, qui le motive à aller plus au mastic, au combat, etc. Mais en tout cas, je trouve que ça fait vraiment du bien et ça fait aussi du bien à cette équipe parce que j'ai l'impression qu'il montre l'exemple en fait. Et ouais. donc, je trouve que ça fait du bien à tout l'effectif, au-delà de son apport au scoring. Ouais, donc en gros, ils lui disent, bon, écoute, tu poses les sneakers, mais tu mets tes Timberland façon New York. C'est ça, Ouais. franchement, je trouve Euh, que c'est vraiment beau. Moi, je trouve qu'il y a encore autre chose, c'est que surtout, il joue à son poste sur lequel il veut jouer, c'est le poste Ouais. 4. Exactement, exactement. Et il pouvait le faire énormément avec Rudy Gobert, qui est clairement un poste 5 défini. C'est sûr que là, à New York, bah, C'est-à-dire avec qu'avec Josh Hart, etc., il pouvait pas trop. avec la blessure de Mitchell Robinson, Oui, encore il, plus pendant pou- la saison régulière, ouais. il pouvait pas jouer autre chose parce qu'il n'y avait pas d'autres pivots. C'est ça. Et là, c'est les line-up qu'on attendait depuis le début de saison, en fait, Ouais. clairement. Après, bon, je trouve que faire sortir Josh Hart, c'est toujours une bonne solution parce que c'est tellement un glue guy qui est capable de jouer sur tous les postes arrière et sur le poste 4. Ah, mais oui, c'est le couteau suisse parfait, quoi. Et le fait que aussi que Thibodeau ait ouvert son banc, est-ce que ça dénonce pas quelque chose en fait? Peut-être qu'il apprend aussi un petit peu de ses erreurs. Ouais, enfin, il a 70 balais, Pépère, hein, donc. Ouais, mais Mais mieux vaut tard que jamais, comme on dit. ouais, mais tu vois, est-ce que le Mais banc new-yorkais va pas apporter quelque chose justement? Mais c'est sûr que même McBride, cette nuit-là, à l'heure où on enregistre, pour le match 3, il a fait un bon match. Il a mis des 3 points importants. Il a permis de réduire l'écart quand Tenix était mené de plus de 15 points. Donc clairement oui, le fait qu'en fait il fasse confiance à ces joueurs-là, bah, je pense que c'est important et même nécessaire pour ces Knicks et puis même pour eux en fait. Je veux dire Miles McBride, bah, je pense que lui depuis le début des playoffs, il ronge son frein de pas pouvoir jouer etc. Et dès qu'il a quelques minutes, bah il veut prouver. Alors après Campaign, lui je suis un petit peu plus mesuré sur lui. En plus je l'ai eu aux Bucks là. L'année dernière, il me semble, je suis pas très fan de ce joueur-là. Oui, mais c'est Mais c'est bon, un, c'est mais un dans tous les vétéran cas, ça fait reposer. qui tient la balle, tu vois. Oui, c'est ça. Et puis ça fait reposer aussi un petit peu Bronson, etc. Donc, dans tous les cas, je trouve que c'est pas une mauvaise idée de leur donner ne serait-ce que 10-15 minutes, quoi. Est-ce que toi, pour toi, sur cette série, c'est New York qui a les clés? Ah, mais totalement. Pour moi, c'est totalement New York qui a les clés, dans le sens où, comme j'ai dit juste avant, bah, le fait qu'ils perdent le match 1, ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Alors c'est Indiana qui a fait ce qu'il fallait, etc. Mais je veux dire, New York, si jamais ils font pas de bêtises, bah ils le lâchent pas. Mhm. Sur ce match 2, oui, c'est Indiana qui a imposé son style, etc. Mais franchement, New York, je trouve qu'avec les armes qu'ils ont, ils peuvent clairement beaucoup plus embêter Indiana que ça et pour moi ils sont favoris en fait. Donc clairement Même c'est New avec, York qui même, a. même en étant mené. Oui, De- je pense que ils sont toujours favoris et que si les Pacers vont en finale NBA, bah ce sera un petit peu New York qui aura déjoué quoi. Alors c'est malheureux pour les Pacers qui ont sorti la première équipe de la conférence S qui est donc les Cavs qui ont fait bon c'était pas très dur mais qui ont sorti les Bucks quand même. Euh, Mhm. donc oui c'est un petit peu dur pour eux mais New York je pense a ce qu'il faut
pour battre cette équipe des Pacers, mais encore faut-il qu'ils jouent leur jeu et voilà. Ok. Est-ce que pour toi, on parlait tout à l'heure dans la première série d'amener le combat sur son terrain. C'est quoi le terrain pour les Knicks? Pour les Knicks, clairement, comme tu l'as dit, c'est de limiter le nombre de possessions des Pacers et ça passe par de la défense. Comme j'ai dit, par la limitation des pertes de balles, par de l'intensité physique aussi, et surtout de ralentir le jeu. On n'arrête pas de dire que les Pacers jouent vite, etc., qu'ils explosent en contre-attaque. Et clairement, si ces Knicks arrivent à un petit peu calmer le jeu, à prendre plus soin du ballon et à gérer les moments chauds, je pense que ils peuvent vraiment faire dégoupiller ces Pacers. Ok. Ton prono sur cette série? Mon prono, je vais dire un 4-3 New York. Ok, ça marche. Par superstition, moi je dirais Indiana, mais complètement par superstition. Ok, c'est bon, tu auras le droit de manger ce soir. Tu auras même droit à un petit virement. Je vous promets qu'il ne m'a pas payé pour que je dise ça, mais non, clairement, en fait, si on regarde objectivement ces Knicks, ils ont un énorme effectif, quoi. Ils ont vraiment de quoi faire. Et ces Pacers, ils font énormément de coups, mais je les sens plus irréguliers que ces Knicks. Alors, c'est un petit peu étrange quand on voit toute leur série de playoffs, mais ouais. Ok, ça marche. C'est ainsi qu'on va conclure. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou tu te tais à jamais? Et je me tais, il vaut mieux être sage et garder des sages paroles. On vous donne rendez-vous donc cette fin de semaine avec un épisode. On ne sait pas encore de quoi on va parler. Mené par toi, c'est ça? Exactement. Le second de la semaine. On vous laisse aller écouter également, donc comme on l'a dit tout à l'heure, la MLB, c'est sorti ce lundi. La WNBA, c'est sorti ce lundi. Vous aurez le replay du live qui a été fait ce lundi soir sur le LF avec un joueur des Paris Musketeers. Et également, vous pourrez écouter ce vendredi un épisode sur la NFL avec moi-même et également Flav et notre ami Sébastien. Sur ce, écoutez, on va vous souhaiter une bonne journée si vous nous écoutez en journée, et une bonne soirée si vous nous écoutez en soirée. Et à très vite sur les antennes de The Playoff. Allez, ciao. Ciao à tous.